Bonsoir chers peuples africains et bienvenue dans ce numéro. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'aborder un pan de l'hypocrisie du monde occidental et précisément de la politique occidentale dans un premier temps. Et dans un second temps, nous allons essayer de relever certaines différences, en tout cas majeures, que nous avons relevées entre les dirigeants de l'AES actuellement, nous avons circonscrit à l'AES, et les politiciens que nous avons connus, conventionnels que nous avons connus sous nos cieux en tant que politiciens, hommes d'État ou qu'on a appelé élite parfois, peut-être par abus de langage. Eh bien, nous allons essayer de relever certaines différences que nous avons notées entre ces deux groupes de personnes. Mais avant, nous allons vous demander bien évidemment de suivre cette petite séquence de vidéos qui va nous édifier pour la suite à donner à notre contenu. Pouvez me rappeler, monsieur le Premier ministre, qui est aujourd'hui le premier pays européen importateur de gaz russe? C'est vous. Mais vous savez pourquoi? C'est la France. Je peux répondre sur ces deux points? Vous continuez aujourd'hui... Je peux répondre? Non, vous continuez aujourd'hui d'importer. Vous avez infligé des sanctions énergétiques très dures que j'ai combattues parce que je considérais que les sanctions énergétiques contre la Russie, qui permettaient à la Russie de vendre moins de pétrole mais de le vendre plus cher, que nous continuons à acheter lorsqu'il transite évidemment par les Émirats ou par l'Inde notamment, étaient des sanctions contre le peuple français. Donc j'assume le gaz et le pétrole. En revanche, j'ai au Parlement européen toujours été très clair et toujours condamné, sans la moindre ambiguïté, l'agression de l'Ukraine par la Russie. Pendant que les USA envisagent des sanctions économiques contre l'industrie nucléaire française qui travaille avec la Russie, les USA ont le 29 avril, donc il y a quelques jours, levé provisoirement les sanctions avec les grandes banques russes dans le domaine de l'énergie. Voilà. Alors, et vous ajoutez, cette levée des sanctions américaines contre les banques russes dans le domaine énergétique est probablement un geste demandé par la Russie pour aboutir à un règlement négocié de la guerre en Ukraine. Ça, on va voir. Mais attendez, je comprends pas. Les États-Unis ont gelé les avoirs russes. Ils ont demandé à tous leurs alliés de geler les avoirs russes. Vous voulez dire que pendant la guerre, le business continue et plus que jamais? Ah, je dirais que, et bonjour André Berkoff. Bonjour. Je crois que ce document qui est ici, qui est un document du Trésor américain, qui est sorti lundi dernier, le 29 avril, est explosif. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Eh ben, ce document, c'est un document, donc vous avez une directive américaine qui établit les sanctions économiques contre la Russie et l'ensemble du tissu économique de la Russie. C'est le département du Trésor américain, je suppose, c'est ça. Et qui est le bureau des sanctions. C'est un bureau des sanctions. D'accord. C'est tellement explosif qu'on a vérifié avec votre équipe de journalistes la source et la racine et on a trouvé le site internet du bureau des sanctions. Et on a retrouvé le document sur ce site. Donc on a vraiment vérifié la source primaire. Et ce document est signé donc il y a 3 jours, signifie, c'est quand même assez dingue, que les États-Unis ont levé les sanctions à l'égard des principales banques russes, y compris la Banque de Russie, la Banque centrale, l'équivalent de la Banque de France, dans tout le secteur énergétique jusqu'au 1er novembre. C'est absolument historique. Et ça date de quand, ce document? Enfin, il est 29 avril. Donc 29 avril jusqu'au 1er novembre, on lève les sanctions. Vis-à-vis des banques, et donc sur le domaine énergétique. Et dans le domaine énergétique, il y a la définition chapitre 11, c'est la production, le gaz, la liquéfaction, le nucléaire, l'uranium, etc., etc. Donc c'est tout le secteur énergétique pour lequel il peut y avoir des échanges bancaires entre la Russie et les États-Unis. Pendant que l'Europe s'affaiblit en Europe, en Ukraine. Vous avez suivi la vidéo comme moi et moi particulièrement, après avoir vu cette vidéo, je me suis dit que c'était un message indirectement envoyé à l'endroit de nos dirigeants, que ce soit des dirigeants actuels ou des dirigeants à venir, à tenir compte de certains points, c'est-à-dire de mettre en avant, de faire prévaloir les intérêts de nos peuples, de nos pays africains dans toute relation, qu'elle soit commerciale ou autre, qu'elle soit avec des multinationales, qu'elle soit entre États, que de faire prévaloir les intérêts de nos pays en plus. Parce que nous savons que, eux-mêmes nous l'avaient dit, les États n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Et donc, cette vidéo est un témoin de ce que cette parole-là, cette assertion-là, elle est vraie. Oui, cette assertion, elle est vérifiée aujourd'hui. En tout cas, depuis longtemps, elle est vérifiée. Mais encore, cette vidéo-là vient confirmer la véracité de cette assertion qui dit que les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. Malheureusement, nous avons constaté que
nos chefs d'État, en majorité et depuis très longtemps, ont pris pour habitude, mauvaise habitude, si on peut souligner ainsi, de ne pas mettre en avant les intérêts de nos peuples. Nous savons ce que Macky Sall a pu faire dernièrement au Sénégal. Après, il y a eu beaucoup de révélations. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, les intérêts, les Ivoiriens s'en plaignent. Bien sûr, quand on dit que le pays avance, le pays se développe, oui, c'est une réalité quelque part en termes infrastructurels. Mais sur le plan microéconomique, macroéconomique, les gens sont impactés, bien évidemment. Du moins, l'économie est impactée de façon macroéconomique. Mais la redistribution, je vais y arriver, redistribution des richesses n'est pas ce qu'elle devrait être. Sur le plan microéconomique, les populations se demandent mais de quelle avancée économique dont on parle? De quelle avancée, de quel progrès économique dont on parle? Parce qu'eux, ils ne bénéficient pas des retombées de cette avancée économique-là. Et Ousmane Sonko, dans son dernier discours, quand Mélenchon était chez lui, il a bien évidemment souligné cet aspect également en disant que les économies africaines sont extraverties. Et donc, on crée à des taux de PIB très élevés par an pour certains pays, mais derrière, les populations ne ressentent pas cela. Et la pauvreté ne fait que prendre du terrain. Et donc, tout cela, c'est quoi? C'est dû à ce qu'il y a du trop de conformisme. Et donc, on ne met pas à l'avant les intérêts de nos peuples. Pourtant, ce sont ces peuples-là qui nous ont mis là où nous sommes, qui nous ont votés. Mais comme nous savons que dans ce monde et dans pas mal de pays, pour ne pas dire la plupart, 90% peut-être des pays dirigés à travers le monde, il y a toujours des mains invisibles qui poussent les dirigeants à poser les actes, à aller à l'encontre des intérêts de leur peuple. Des mains invisibles, des dirigeants invisibles, bien évidemment, pour qui ces dirigeants sont là? Parce qu'ils ne sont pas là en réalité pour leur peuple. Les peuples ne sont que des, on va dire quoi? Des accessoires qu'on utilise parce qu'on dit pseudo-démocratie, mais on vous demande d'aller voter. C'est vous qui partez dans les bureaux de vote, bien évidemment. Et lorsque vous sortez, quand on dit qu'un candidat que vous avez voté a été élu, vous pensez que oui, bien sûr, moi j'ai participé, j'ai contribué à son élection, mais derrière, pendant tout son mandat, tu vas vivre la galère, tu vas vivre la souffrance. Et donc s'il y avait des projections même qui étaient faites pour tes enfants, et que tu vois que ces projections-là sont faites, de sorte que ce sont tes enfants qui vont bénéficier demain de ces intérêts-là, de ce qu'il est en train de mettre en place, ou tes petits-enfants éventuellement, ben, ça pourrait même éventuellement te soulager. Malheureusement, c'est du tic au tac, c'est du maintenant, et 2 ans après la prise de pouvoir, on voit qu'on parle de développement économique, on parle de progrès social, on parle de comment dirais-je, de PIB, de tel niveau, 2 chiffres, ainsi de suite, mais derrière, les populations ne ressentent rien. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que nos dirigeants ne mettent pas en avant, en priorité, les intérêts de nos peuples. C'est ça la problématique à ce niveau-là. Et donc, nous devons garder en tête que dans ce bas monde, il n'y a pas de pitié. Non, il n'y a pas de pitié, il n'y a que des intérêts qui priment. Oui, j'ai des intérêts avec un tel, je collabore avec lui. Parce que eux-mêmes, ces puissances qui nous disent à longueur de journée de ne pas collaborer avec la Russie, nous voyons qu'eux-mêmes, de façon discrète, collaborent avec la Russie. De façon discrète, collaborent avec la Chine. De façon discrète, collaborent peut-être même avec la Corée du Nord, qui sait. Peut-être même avec l'Iran, qui sait. Et donc, c'est nous faire croire ce qu'eux-mêmes ils ne font pas. Dit, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Mais lui, il a des intérêts avec l'autre. Donc, il se permet d'aller travailler avec l'autre, de collaborer avec l'autre pour préserver ses intérêts, pour avoir des avantages. Mais quand c'est nous, eh bien, ils sont prompts à nous critiquer, à nous traiter de tous les noms d'oiseaux, bien évidemment, et même parfois à brandir des menaces et même des sanctions si quiconque va à l'encontre de leurs décisions ou de leur volonté. Et donc, le monde est en train de changer. Ils ne se rendent pas compte. Ils ont été saoulés par l'effet prolongé de leur domination. Ça, c'est une certitude. L'effet prolongé de leur domination a été comme une drogue. Et donc, aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte que même en Afrique, les choses sont en train d'évoluer de façon mentale. Les mentalités évoluent. Et à chaque fois, c'est marrant de les voir dire à chaque fois que c'est la Russie qui manipule ou la Chine qui manipule. Je suis désolé de vous le dire clairement. La mentalité des Africains que vous avez connus dans les années 60, 80, 90 n'est plus celle-là. La nouvelle génération, elle est plus au fait des réalités du monde. Elle est plus au fait de la dynamique mondiale. Elle est plus au fait d'elle-même, ses propres réalités, de ce dont elle a comme capacité ou potentialité et la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui, et elle a envie d'en découdre avec quiconque s'opposerait à son développement, à son progrès.
Voilà pourquoi les chefs d'État ne sont pas très souvent aimés dans leur pays, parce que la politique qui mène les populations ne se sentent pas en réalité, à moins que vous soyez partisan inconditionnel. À moins que vous soyez partisan inconditionnel. Et ça, c'est répandu un peu en Afrique où on est partisan inconditionnel. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, c'est bon, c'est pas bon, on ne critique pas. Non, il ne faut pas dire que c'est pas bon. Il faut toujours dire que c'est bon. Même si lui-même, en tant que partisan, il souffre dans son fort intérieur des actes que pose le dirigeant ou les dirigeants éventuellement, ben, il l'accepte parce que c'est partisan, c'est clanique, parfois ethnique, parfois religieux. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans pas mal de pays en Afrique. Et nous espérons qu'avec la nouvelle génération qui est en train de redonner un nouveau souffle à, on va dire quoi, à l'orientation politique, à la dynamique politique, à la prise de position politique en Afrique, que ça va porter, et surtout les dirigeants de l'AES en qui nous avons confiance. Et ces dirigeants de l'AES ont réussi à créer un lien entre eux et leur peuple, chose que les politiciens ne sont jamais parvenus. Un lien qui fait qu'aujourd'hui les peuples sont prêts, acceptent de souffrir. Parce que quand tu connais la galère qu'il y a au Burkina Faso aujourd'hui, quand tu connais la souffrance, le coût de la vie qui est tellement élevé au Burkina Faso et que les populations ne grognent pas, ne s'en plaignent pas, il faut savoir que c'est parce qu'ils soutiennent le président. Ils acceptent de souffrir pour que ce président la réussisse. Ça aussi, c'est leur contribution. Il ne suffit pas de collecter de l'argent, non. En plus de collecter de l'argent, de faire collecter, de faire grandir les recettes à travers les différentes taxes, ça et là, la population subit. Mais elle accepte cette souffrance-là. Et je sais que le Mali, il y a eu ce cas aussi lorsqu'ils ont subi les sanctions. Je sais qu'au Niger, lorsque les sanctions ont été imposées sur eux, les sanctions iniques que nous avons tous dénoncées, ils ont eux aussi accepté cette souffrance-là. Et jusqu'à présent, ils acceptent de souffrir parce qu'ils ont foi en ces dirigeants-là plus qu'aux politiciens. Et ces dirigeants-là aussi reconnaissent cela et ils ont des attitudes qui ne vont pas à l'encontre de ce que leur peuple souhaite. Certes, on ne peut pas tout donner au peuple. Oui, on ne peut pas tout leur donner, non. Mais au moins des actes qu'ils posent dans l'objectif, dans l'optique de pouvoir libérer leur pays, pas seulement du terrorisme, mais aussi du joug néocolonial, du joug de l'impérialisme que nous avons dénoncé depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Et donc, sans ces populations qui les soutiennent là, eux aussi, ils n'allaient pas être là où ils sont aujourd'hui. Non, je ne pense pas qu'ils allaient être là, parce que les multitudes de tentatives de déstabilisation dont ils ont fait l'objet depuis un certain nombre d'années, depuis leur début, si on peut dire ainsi, sans ces populations-là, peut-être qu'ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Et le peuple est leur bouclier et eux aussi sont l'espoir du peuple. Oui, c'est une sorte d'espoir qu'ils ont créé au sein du peuple. Et cela a créé un lien, ce qui fait que le peuple sont prêts à se sacrifier pour ces dirigeants-là. Mais si vous jetez un regard dans d'autres contrées, à travers le monde, et particulièrement en France, les peuples semblent ne pas se reconnaître aux dirigeants qu'eux-mêmes ont en griffe voté. Ils ne semblent pas se reconnaître en ces dirigeants. Ce n'est pas qu'en France. Dans pas mal de pays à travers le monde, c'est un peu le cas. Donc on se demande à quel point, du moins à un moment donné, on se pose la question de savoir la formule démocratique dont on nous a tant vanté là, les valeurs là, est-ce que en réalité c'est la démocratie? Parce que si la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple, et pour le peuple, là il y a question. Parce que pour le peuple, par le peuple et pour le peuple, le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Parce que c'est le peuple qui consacre des pouvoirs à des gens qu'ils vont désigner à travers des élections, qui vont diriger leur politique, leur nation, leur société. Donc c'est le peuple qui confère ce pouvoir-là. Mais si ce peuple ne se reconnaît pas en toi, il y a question à poser. Il va falloir qu'on y réfléchisse, nous les Africains. S'il va falloir que nous trouvions des formules, parce que les autres, c'est pendant leur parcours politique, pendant leur parcours de développement qu'ils ont rencontré, ça c'est une certitude également, rencontré des difficultés. Au fur et à mesure qu'ils rencontraient des difficultés, ils essayaient de développer des solutions pour pouvoir aller de l'avant. Et donc ce sont ces solutions-là aujourd'hui qu'on nous vend comme dans une sorte de package pour nous dire, eh bien, prenez cette solution, appliquez-la, elle va résoudre vos problèmes. On n'a pas les mêmes réalités, ni sociales, ni économiques, ni culturelles et tout ce que vous voulez. Ce ne sont pas les mêmes. Et donc, nous aussi, on a nos réalités et à partir desquelles nous devons peut-être réfléchir sans vouloir être paresseux, parce qu'on ne peut pas vouloir appliquer
des formules venant d'ailleurs automatiquement. Non, il va falloir réfléchir à des formules qui puissent nous-mêmes nous convenir par rapport à nos réalités, par rapport à notre progrès, par rapport à nos démarches, par rapport à nos volontés, par rapport à nos visions, par rapport à là où nous souhaiterions être dans 50 ans ou dans 100 ans par exemple. Quel type de citoyens nous souhaiterions avoir sur notre continent si on peut se permettre de dire cela. Parce que notre souhait est qu'un jour, on parle de l'Afrique parle d'une seule et même voix. Notre souhait, c'est cela. Ça peut durer. On dit le rêve est permis, hein, n'est-ce pas? Et on va rêver. Même si parfois, c'est un rêve tard à se réaliser, d'autres ne se réalisent jamais, mais cela n'empêche qu'il faut se permettre de toujours rêver. Parce que quand l'Afrique va se mettre ensemble, le monde entier va trembler. C'est une certitude. Ça, il n'y a pas de doute. Mais comment y arriver? La clé entre nos mains, nous les Africains. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ça permet à l'algorithme YouTube de faire progresser la vidéo et de la faire voir par plusieurs personnes. Et évidemment, notre combat peut aller plus loin. Nous pourrons avoir plus de force lorsque nous serons toujours ensemble.